Aitem Ashisha, bienvenue au podcast. Merci beaucoup. J'ai le track, je te le dis. Je sais, tu m'as posé la question dans le corridor, je dis c'est normal pour les premières expériences, puis je veux dire, les caméras, comme je t'ai dit tantôt, on les oublie après 10-15 minutes. Fait que on a une petite discussion très... Évidemment, on a une belle liste de questions ici, comme que je fais pour chacun de nos épisodes, mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus structuré, question par question, prendre le temps d'y répondre. Merci pour l'invitation. Évidemment, puis je suis très contente de t'accueillir. Merci aussi d'être ouvert à la formule de faire les capsules, pour que les gens nous comprennent un peu de pourquoi on fait le podcast. Tu m'as contacté sur Instagram, tu as vu un peu le contenu qu'on a fait. Hey, ça pourrait être cool que je te montre un petit peu, je t'explique un peu mon parcours, voir s'il y a une possibilité de faire un épisode. Fait que, puis tout simplement, on a fait une rencontre exploratoire, puis on a set une date, puis on est là aujourd'hui. Donc, très content de te recevoir. On va commencer par la première question, tout simplement. Peut-être avant d'y aller moins dans la question, juste te poser un peu. Évidemment, tu es courtier hypothécaire. Tu reviens d'un événement, le kick-off de Remax, justement. Parle-moi un petit peu plus, brièvement, de ton parcours professionnel. De comment, vraiment... Qu'est-ce qui t'a amené vers le courtage, là, finalement? Qu'est-ce qui m'a amené vers le courtage, c'est la vibe qui est derrière tout ce qui est courtage hypothécaire. C'est en fait réaliser les rêves, aider les gens, le maximum des gens. Tu sais, moi, j'ai toujours été dans l'IT, comme gestionnaire de projet, chef d'équipe, analyste. J'ai tout fait. J'ai tout fait dans le business de l'informatique. Puis ensuite, ça manquait un peu, en fait. Ma vie de tous les jours était comme... ça se répétait. Daily Scrum le matin, on parle des projets, tu gères une équipe, tu gères des projets, ça se répète, tu es comme un peu bloqué en 9 à 5. Il me manquait beaucoup de défis. Puis tu sais, moi, quand j'étudiais en informatique à l'UQAM, je travaillais à temps partiel dans les ventes. Puis j'étais l'un des meilleurs à l'époque. Je travaillais pour Glentel, puis je travaillais pour Bell, je travaillais sur beaucoup de compagnies. Puis, c'est pas la commission en soi qui m'intéresse, c'est vraiment les défis. Puis c'est ça qui m'intéresse aussi dans le courtage hypothécaire, c'est vraiment d'avoir des bloquants, de faire un montage financier, d'aider un client qui se fait refuser par sa banque. J'adore ça. C'est quand un client m'appelle pour me dire hey, j'ai contacté ma banque puis j'ai été refusé, je dis j'adore ça. Parce que c'est mon genre de dossier. C'est ça. Il y a ma valeur ajoutée. Donc, grosso modo, c'est pour cette raison que je suis parti dans le courtage hypothécaire. Mais tu sais, c'est quelque chose j'y pense depuis des années. Chaque jour, je me pose la même question. Est-ce que je suis heureux? Et la réponse est toujours non. Donc là, je commençais à trouver des excuses. Pourquoi je reste... Puis ça n'a rien à voir avec Desjardins. J'adore Desjardins, c'est le meilleur employeur au Québec. C'est juste l'industrie, mon poste. Donc, c'est ça que j'aimais le moins. Ça manquait un peu de vibe, ça manquait un peu de défi. Grosso modo, c'est ça. Tu manquais de challenge, peut-être, tu sais, puis je veux pas dire accomplissement professionnel, mais un peu aussi. Nécessairement, quand on se lance en affaires, on travaille pour nous, on veut développer, on veut mettre les heures nécessaires. Puis après, on atteint peut-être un plateau, tu sais, on sort plus de notre zone de confort, on est incapable de se développer. Je dis toujours, la sécurité, quand elle dure longtemps, elle devient une prison dorée. Ça, c'est la zone de confort, malheureusement. Puis, tu sais, c'est pas facile de quitter sa zone de confort parce que moi, personnellement, je cochais un peu toutes les cases. Tu sais, l'un des meilleurs employeurs au Québec, un travail vraiment stable, une belle carrière, équipe formidable, un salaire à plus que 100 000 $ par année. Exact. Donc, tu sais, j'avais tout ça, puis j'étais pas heureux, j'avais deux choix en fait. Soit continuer puis essayer de trouver des excuses, changer de poste parce que tu veux une promotion. La promotion, ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est vraiment juste dire, OK, tu sais, j'ai réussi à mon âge, je suis le plus jeune, mettons, chef d'escouade de chez Desjardins. Tu peux trouver des excuses, mais tu vois, c'est ma nature, trouver des défis à chaque fois. Puis je pense que j'ai atteint... j'étais bloqué un peu dans ma carrière, puis... Tu sais, une fois, je posais une question à mon directeur. Je dis, c'est quand que je vais me rendre, mettons, ici? Mais il me dit, peut-être dans 10 ans. 10 ans? Ouais, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas me limiter à 10 ans. Moi, je veux les choses là tout de suite. Je veux de l'action. Je veux des défis. Je veux des choses qui sont irréalisables. C'est comme ça que je me réveille le matin. J'aimerais avoir des défis à chaque jour. Donc, c'est ça. Tu te nourris de ces défis-là, tu dirais? Exact. 100%. 100%. C'est intéressant. 100%. C'est fou, justement, quand tu travaillais pour Desjardins, d'avoir ce speech-là que tu avais reçu, de dire « Hey, ça va prendre 10 ans, puis même si tu essaies de mettre les efforts nécessaires,
Faut que tu pourras pas respectes ce carré de sable. parce que c'est une question d'expérience, en fait. C'est pas vrai. Tu sais, quand ils disent 10 ans, ça veut pas dire que tu peux pas le faire en 5 ans, mais c'est une question d'expérience. Si tu peux pas devenir, mettons, VP de technologie chez Desjardins ou un autre employeur, si tu n'as pas, mettons, 5 ans d'expérience comme gestionnaire de projet, ensuite directeur de projet, ensuite, mettons, gestionnaire de programme. Donc, tu sais, c'est une question d'expérience. Tu dois avoir cette expérience-là. Contrairement au courtage hypothécaire, tu peux faire les chiffres que, mettons, tu vises. PCG, là, tout le monde le connaît. Il n'a pas attendu 10 ans pour faire les chiffres qu'il a fait. Je pense en 3 ans, il a réussi à battre le record. Donc, tu sais, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Puis lui, c'est un bon exemple. Moi, je l'adore. Je ne le connais pas personnellement. Charles Jolicoeur. Exactement. C'est vraiment inspirant. Inspirant pour toi. Exactement. Il est très, très inspirant. J'ai toujours dit à mes amis, je vais être le Pierre-Charles Jolicoeur arabe. J'aime ça. C'est une joke, mais c'est pour dire... cool. Exactement. Tu sais, j'entends parler des courtiers hypothécaires qui sont anciens dans le domaine. Ils disent, oublie ça, tu vas jamais le battre. C'est parce que, franchement, les chiffres qu'il a fait, c'est comme explosif, mais moi, je me mets toujours les défis de devenir le meilleur partout où je suis. Puis là, je sais pas si je pense que je t'ai envoyé un peu mes ambitions là, en termes de chiffres. D'ailleurs, l'objectif que j'ai mis pour 2025, je l'ai atteint en 2 mois. Donc, tu sais, normalement, je l'attends en 9 mois, mais je l'attends. T'as mis des objectifs réalistes que tu disais et finalement, t'as tellement... Ouais, réaliste, mais exact, en 2 mois. Puis... Comment on fait pour atteindre ces chiffres-là? Je veux dire, il y a du talent là-dedans aussi, mais est-ce que tu dirais que c'est nécessairement l'effort, le temps que tu mets nécessaire? En fait, je vais te dire un truc. Moi, avant de devenir courtier hypothécaire, j'ai vu un peu les grosses pointures, je ne sais pas si on peut dire ça, du courtage hypothécaire. Okay, Puis ce qu'ils disent, il faut toujours attendre 6 mois pour avoir sa première paie, parce que tu passes par le stage est vraiment demandant. Puis il y a des gens qui commencent le développement des affaires quand ils vont se sentir prêts. On n'est jamais prêt, OK? Moi, j'ai commencé mon développement des affaires le jour 1 où j'ai commencé mes études. Puis je me rappelle très bien, puis là je veux dire d'où je viens, on a toujours on nous dit toujours, parle pas de tes projets avant qu'ils soient réalisés, parce que pour moi, c'est le bullshit. Je sais pas si on peut oui, okay. 100%. J'ai commencé à parler que je devenais courtier hypothécaire le jour 1 où j'ai commencé les études, puis ça a été payant. Fait que si j'ai un petit conseil à donner dans le futur, le futur courtier hypothécaire, ou dans un autre domaine de développement des affaires, commence à parler, ça va être payant. Moi, le jour 1, je reçois un appel d'une référence qui me dit « Item, tu commences aujourd'hui, oui, tu sais, tu m'en avais parlé que tu devenais courtier hypothécaire. Écoute, j'ai une précale à te donner. » Bon, et voilà. Et ça a été payant, en fait. Mes premiers clients, c'est vraiment des gens avec qui j'ai parlé il y a quelques mois. Puis tu sais, j'étais toujours chez Desjardins, mais j'étudiais. Puis je disais, je m'en vais là, je suis en train d'étudier, c'est là que je vais faire. Puis garde cette date en tête, je commence le 4 août, puis je relançais le monde. J'avais pas peur parce que je commençais ou parce que je suis stagiaire. By the way, moi, j'ai investi en immobilier, j'ai acheté, j'ai refinancé, j'ai vendu. Fait que je connais un peu comment ça marche. Puis j'ai fait affaire avec des courtiers hypothécaires, des super bons, des moins bons. Puis j'ai vu un peu, tu sais... Qu'est-ce qui manquait peut-être? Exact. Donc, c'est pour cette raison. Tu sais, l'un de mes meilleurs chums est aussi courtier hypothécaire. Donc, tu sais, je lui parle beaucoup. Puis il m'a toujours encouragé à devenir courtier hypothécaire. Puis il y a un jour qui c'était marquant pour moi. Il m'a appelé parce qu'il a acheté une maison. Là, il va se reconnaître. Hein. Il m'a appelé, il va acheter. Je ne vais pas le nommer parce qu'il ne va pas aimer. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, Item, tu sais, j'achète une maison. Est-ce que je prends fixe ou variable? C'est son travail. Comment il te pose la question? Parce que là, j'ai dit, tu sais, si lui, puis quelqu'un qui roule, hein, il est super bon, il est excellent, il m'aide beaucoup actuellement. Si lui, il me demande si ça vaut le coup de prendre fixe ou variable, je pense que je suis fait pour ce job-là. 3 mois après, j'ai commencé mes études aussi. Donc, c'est vraiment intéressant parce que tu as fait du démarchage dès le début, dès la première journée. Puis je pense que les étudiants ou les gens en général vont essayer de suivre ce paramètre-là, d'attendre certains niveaux avant de se lancer. Mais en réalité, on n'est plus comme dans les années où on avait un village, il y a un professionnel par profession. Maintenant, c'est contingenté, il y a énormément de compétition. Donc, comment on fait pour se démarquer? Ben, c'est une des meilleures manières, je trouve. Le réseau que tu bâtis au tout début. Exactement. Tu sais, j'imagine, tu connais minimum 3 courtiers hypothécaires. Moi, j'ai remarqué aussi qu'il y a des clients qui ne savent pas c'est quoi la différence entre un démarcheur hypothécaire, c'est comme on appelle un DDH, un directeur de développement hypothécaire ou représentant hypothécaire, ceux qui travaillent pour la banque. Exact. Ça, c'est vraiment très important de savoir la différence. Moi, en tant que client, puis là, je vais parler de moi en tant que client, comme ça, le monde va vraiment me croire. C'est pas parce que je suis courtier hypothécaire que je me vends ou je vends mon métier. Quand j'étais client,
toutes les transactions que j'ai faites avec les courtiers hypothécaires, je ne l'ai jamais fait avec une banque. Pourquoi? Parce qu'un courtier hypothécaire, il va magasiner pour toi. Son service, il est gratuit. Il a une visibilité sur tous les prêteurs. Parfois, il y a des banques qui ont plus d'appétit que d'autres. Ils vont baisser leur taux, ils vont être agressifs. La banque X, je ne vais pas la nommer, mettons, en ce moment, ces taux, c'est les pires au marché. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait leur volume. Ouais. Donc, c'est important de voir un courtier hypothécaire parce que lui, il a cette visibilité-là. Si tu vas voir ta banque, elle va seulement parler de ses taux à elle, de ses avantages à elle. Puis, tu sais, il n'y a pas que le taux. Puis là, on s'entend, tout le monde va dire, non, c'est n'importe quoi, il y a juste le taux. Non, il n'y a pas que le taux. Un courtier hypothécaire, il va vraiment établir une stratégie avec le client. Est-ce que tu comptes vendre bientôt? Ça se peut que tu as besoin d'un prêt ouvert pour X raisons. Ça se peut que tu as besoin d'un prépont. Est-ce que tu vas refinancer? Pas juste renouveler, tu vas refinancer. Pourquoi? Parce que tu as des travaux. Peut-être ton fils, il va à l'école l'année prochaine, l'université, tu vas à Harvard, tu as besoin d'argent. Ben oui. Mais ça se peut que tu as juste besoin d'une marge de crédit qui est gratuite si tu ne l'utilises pas, sinon tu vas payer les intérêts. Tout ça, c'est le courtier hypothécaire qui établit le portrait, puis il va te donner la meilleure solution. Puis, déontologiquement parlant, on doit proposer 3 options. Option 1, qui est la recommandation du courtier hypothécaire. Option 2 et option 3. Mais tu sais, veut pas, c'est le client qui va choisir à la fin. Mais au moins, donner la chance à un courtier hypothécaire de vous donner la meilleure solution. Puis si tu peux voir mes avis Google, il y a un client, il a écrit, tu sais, j'ai eu affaire avec Item, il est bon et professionnel. Item m'a même conseillé d'aller voir ma banque, de prendre l'offre de sa banque. Puis c'est vrai, j'ai pu avoir un meilleur taux, mais si tu calcules les frais de notaire, puis l'objectif du client qui il veut juste renouveler, je lui dis franchement... T'es mieux avec la banque. T'es mieux de rester avec ta banque. Puis je suis le premier à dire ça. Ce client-là m'a référé 2 clients juste après parce qu'il a dit, ce gars-là, il est honnête. Il est honnête, il n'est pas là justement pour l'argent en général. Exactement. C'est cool. Exactement. Tantôt, tu as touché un point, là, justement, tu disais justement, rentrant dans le domaine, tu as vu les meilleurs et les moins bons. Ouais. Ça a été quoi les plus grosses lacunes que tu voyais chez des courtiers que tu disais, hé là là, il y a une problématique à régler ici? Là. Ouais, le suivi. Oh, suivi client. Le suivi. Post-transaction, j'imagine. Le suivi, service à la cliente. Tu sais, quand tu as 2 clients, mettons, par semaine, tu as vraiment le temps. Quand tu en as 30, tu as moins le temps. C'est pour cette raison. Puis là, les plus gros ont des adjoints, mais il y en a ceux qui ne l'ont pas. Soit... Il faut que tu donnes le même service à un client qui va acheter avec 100 000 $ ou avec 10 millions. Il faut que tu donnes le même service, que tu donnes le même taux. Si, tu sais, dernière heure de ta journée, à 22 h, tu parles au client, parce que nous, les courtiers hypothécaires, on ne travaille pas 9 à 5. Tu m'appelles le soir, je vais décrocher. Fait que si tu m'appelles le 22 h, je suis fatigué, je suis crevé. Ouais. Le client, là, le dernier, il s'en fout de savoir que tu as passé une très mauvaise journée. Il faut que tu lui donnes le même service. 100%. Donc, j'ai eu des petites lacunes quand j'étais client à l'époque. Puis, tu sais, je me suis dit, je peux faire mieux. Le suivi, tu sais, je viens de l'informatique. Fait que CRM, suivi, intelligence artificielle. Ça faisait partie déjà de tes habitudes. Exact. Tu sais, la structure, la gestion. Puis, tu sais... C'est incroyable, ça. Veux pas, moi, j'étais gestionnaire de projet. Puis, tu sais... Un renouvellement, un refinancement, un achat, c'est un projet. Il y a des délais, il y a des imprévus, il y a des parties prenantes, il y a les risques. Donc ça, c'est vraiment les 5 points d'un projet réussi. Donc c'est la même chose. J'applique vraiment ce que j'ai appris. Mais c'est ça. C'est ça, exactement. Avec ton background en TI, puis je veux dire, là, tu parles de gestion, de système de gestion comme un CRM, on serait surpris de la quantité de professionnels comme des courtiers hypothécaires, comme des courtiers immobiliers qui n'utilisent pas ces logiciels-là pour faire le suivi de leur clientèle. Ça devrait être de base, puis toi, je veux dire, tu l'as établi dès le début. Jour 1. Incroyable. Avantage de fou. Quand on est rentré chez Multiprêt, on nous dit pas, on nous recommande pas, mais on dit, les stagiaires, dès que vous commencez à avoir des dossiers, abonnez-vous à notre CRM. Moi, le jour 1, je l'ai pris parce que je ne veux pas revenir pour réorganiser mes affaires. Jour 1, j'ai appris à comment l'utiliser. Puis j'ai beaucoup d'aide par Véronique Caron. C'est une encyclopédie dans le courtage hypothécaire, donc elle m'aide beaucoup. Cathy Provost aussi. Cool. Donc, bon, là, j'ai Isabelle Martineau aussi. Fait que là, je commençais à nommer. Shout-out à tous ceux qui ont aidé. C'est ça, exactement. Mais oui, donc, c'est ça, CRM numéro 1. Ça fait plaisir
moi, en tant que client, de recevoir, mettons, un courrier ou un SMS qui me dit, tu sais, comment ça se passait au notaire, ou joyeux anniversaire hypothécaire. Ça fait plaisir, tu restes dans le mindset des gens. Tu sais, là, on est en 2025. Il y en a ceux qui réussissent sur les réseaux sociaux. Hein. Il y en a. Mais je te donne un exemple. Bardagy, c'est le numéro 1 dans le courtage immobilier. C'est le numéro 1. Tout le monde le connaît. Lui, quand il a commencé, il n'y avait pas d'Internet. Okay? Non. En 2025, il fait des vidéos. Est-ce qu'il y a besoin de plus de... Est-ce qu'il y a besoin? C'est ça que tu dis. Est-ce qu'il y a besoin de faire des vidéos? Pourquoi? Exact. Il doit être là. On est en 2025. Même ses clients... Tu sais, ses clients à la Bardagy, ça se peut que c'est les parents. Mais tu sais, leur fils... C'est eux les futurs héritiers, c'est eux les futurs investisseurs immobiliers. Poursuivre. Exact. C'est si moi j'ai 18 ans, puis papa est décédé, mais je vais donner l'exemple dis-moi, tu sais, moi je fais affaire avec Bardagy. C'est qui Bardagy? Je le connais pas. Si j'avais 18 ans, tu sais. Par contre, si je le vois dans les réseaux sociaux, ben, je dis ah ouais, lui, c'est super bon, ouais, c'est vrai, il donne des conseils gratuits, tout ça. J'ai vu passer dans mon feed. Si Bardagy fait des vidéos, alors toi, le jeune qui commence, tu dois faire des vidéos. C'est ça, un grand courtier comme Bardagy, il n'y a pas besoin financièrement de faire des vidéos. Donc, il ne faut pas faire des vidéos dans ce sens-là. Et non, c'est plus pour la réputation, le statut, puis développer sur le long terme, je veux dire, le nom familial. Là, mais c'est incroyable. Exact. J'aime ça. Exact. Toi aussi, tu as commencé à faire des vidéos avant qu'on se parle. Ouais, longue histoire. En fait, j'en ai fait une que j'ai jamais publiée. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Écoute, première chose qu'on nous recommande, puis d'ailleurs, normalement, moi, c'est moi qui le recommande aussi, c'est dire la vidéo que tu penses qu'elle n'est pas bonne, tu dois commencer avec ça. Puis jusqu'à date, j'ai pas réussi. C'était pas moi. C'est quand tu vois, j'avais le track, mais là aussi j'ai le track, mais c'était pas moi, ça me ressemblait pas. Puis je voulais pas montrer une autre image que Item. Je veux pas montrer une image que, tu sais, quand je vois le client, mais c'est pas lui qui était sur la vidéo, je veux pas. Là, je vais faire des vidéos bientôt, mais ça va être moi. Ça va être Item Ashisha. Item que tout le monde connaît, taquin, professionnel en même temps, rigoureux, mais il est trop taquin. Il sourit, il fait des blagues. Ça, c'est Item. Dans la vidéo, c'était pas moi. Je l'ai montré à mes amis, à mes proches. Tout le monde fait la même remarque, c'est pas toi. Puis il y en a ceux qui disent, tu sais, tu t'en fous, là, tu sais, le monde te connaît pas. Mais non, moi, mes clients, c'est mes amis, hein. C'est ça. Ils vont sentir tantôt on a dit un peu, pas la bullshit, mais comme le fait que tu crées une autre personnalité pour faire plaisir aux gens qui t'écoutent. Fait que c'était vraiment ça le ressenti que tu as eu. Exactement, c'est ça le ressenti. Fait que, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu la vidéo, j'ai ressorti un bêtisier. J'ai vu le teaser, mais j'ai pas vu le bêtisier, je l'ai vu. C'est ça. Ben, tu sais, le bêtisier, c'est moi. Qui se trompe, qui dit parfois des gros mots. Hein. Ça c'est arrêté. Fait que lui, je l'ai publié, mais tu sais, il y en a des vidéos qui vont venir bientôt. Mais c'est bien. Mais je veux dire aussi, le podcast, c'est pour te faire comprendre un peu puis montrer aux gens ta personnalité, l'authenticité. Ça, c'est important pour moi. Oui. C'est ce on parle toujours de personal brand. Oui. Moi, je veux rester moi-même. Je veux rester moi-même. Sinon, ça ne marchera pas. J'ai essayé même dans ma vie de tous les jours, quand j'essaye de... Tu sais, parfois, on me dit, on te critique, mettons, sur ce trait de personnalité-là. Si tu peux changer, ça va être parfait. C'est, mettons, mes amis. Si tu peux changer. J'ai essayé, si tu as des défauts, parfois, il faut essayer de ne pas les montrer. Moi, j'ai jamais réussi. C'est pour ça que j'ai toujours gardé les meilleurs parmi mes amis, ceux qui m'acceptent comme je suis. Donc, je ne peux pas ne pas être moi-même. C'est apprendre ou à laisser. Je veux dire, les clients aussi, ça va être filtré de cette manière-là. Les gens, je veux dire, qui ont un fit, parce qu'on ne peut pas avoir un fit avec toutes les personnes qui nous approchent. Est-ce que tu as déjà eu des situations où tu as dû refuser une approche, un mandat, que tu disais... Pas parce que c'est compliqué, mais parce que le client, il s'investit pas, il me respecte pas, ou tu sais, d'autres. Ouais, je comprends. En fait, un seul, puis quand je l'ai refusé, puis il est revenu me voir. C'est en fait, je me rappelle très très bien, tu sais, puis tu sais, ça fait pas longtemps que je suis dans le domaine, fait que le client va se reconnaître. C'est ce qu'on appelle parfois des clients qui magasinent des taux. Fine, on est là pour ça, ok? On magasine pour vous. Mais il faut que tu me fasses confiance. OK? Fait que première chose, lui, il est venu, il me dit, tu sais, je peux pas te donner le taux de ma banque, c'est pas comme ça que ça marche. Faut que tu me donnes le taux de ta banque parce que il faudra que j'aille me battre pour toi comme si je me battais pour moi-même. Si tu me dis, je te donne pas le taux ou... En gros, c'est ce que j'ai ressenti, puis au final, il me l'a confirmé, c'est que client voulait que je travaille, parce que tu sais, on travaille, notre service est gratuit, ok? On est payé seulement quand tu passes au notaire, après le notaire. Fait que si tu me fais travailler, puis ça sera avec plaisir. Si je travaille pour toi, puis au final, je te donne pas le meilleur service, pas le meilleur taux, je t'inviterai personnellement à aller prendre l'offre de ta banque, puis je l'ai déjà fait, je t'en ai raconté tantôt. Exact. Mais si tu me fais travailler pour ensuite prendre mon offre, pour l'amener à ta banque, au départ, elle t'a donné un pire taux. Puis négocier, quoi.
C'est ça. Puis c'est ce que je dis, ce que j'ai dit à ce client-là, j'ai dit, tu sais, monsieur client, tes investissements sont avec ta banque. Ta banque te connaît depuis 15 ans, puis elle t'a offert un pire taux que moi, que tu m'as connu depuis 15 minutes. Veux-tu vraiment revenir voir ta banque pour ça? Puis, tu sais, je dis, il faut que tu me fasses confiance parce que, tu sais, moi, je ne fais pas de signer de contrat de courtage. Moi, si à un moment donné, tu ne ressens pas ma plus-value ou tu ne me fais pas confiance, je t'invite à aller voir un autre courtier hypothécaire ou, tu sais, voir ta banque. Donc, ça, quand je l'ai refusé de cette façon-là, je dis, tu sais, moi, je travaille avec confiance, tu me fais confiance, ça va me faire plaisir de t'aider. Si ce n'est pas le cas, bah écoute, je pense pas que je sois la bonne personne pour toi. Je pense pas que je suis le bon professionnel pour toi. Puis je l'ai référé à d'autres mondes. Mais le client est revenu me voir, il m'a dit c'est Item, c'est avec toi que je veux faire affaire. Puis on a fait affaire, puis il est super content. Tu vois, c'est juste d'être honnête, d'être authentique, puis de te laisser, en fait, c'est de te respecter toi-même. Exactement. La personne va voir aussi que tu prends le temps de... Exactement. Et plutôt d'acquiescer tout le temps. Exactement. Il y avait une question évidemment que j'avais notée là, pour ton background en TI, ça fait vraiment... T'sais, une bonne partie de ta carrière, tu as resté dans ce poste-là, tu as évalué toute ta carrière, c'est vraiment c'est beaucoup. Là. Puis, les gens qui ne savent pas, tu as quel âge, Hatem? 34 ans. Donc, ça fait beaucoup d'années. Pourquoi est-ce que c'est la stabilité qui te restreignait dans ce poste-là? Là, je vais avoir les chairs de poule parce que c'est la question qui tue. En fait, non. Je suis resté en informatique c'est parce que d'où je viens, du meilleur pays au monde, la Tunisie. Mais je suis Canadien-Tunisien. Je suis fier d'être Tunisien, super fier, mais aussi super fier d'être Canadien. Sure. Donc, d'où je viens, je pense que c'est une question de culture, OK? C'est le statut social. Il faut que tu fasses des études. Les études, c'est super important. Faut que tu sois soit docteur, soit ingénieur, soit pilote. C'est le titre, finalement. C'est ça, c'est le titre. Puis j'ai toujours cherché le titre. Hein. Je gagnais 70 000 auparavant en vendant des forfaits cellulaires. Puis j'ai quitté cette job-là pour accepter une offre de 30 000 $ juste parce que le titre était consultant en marketing numérique. Je devais frapper à une porte pour aller chercher l'informatique parce que j'ai terminé mes études. Puis il n'y a personne qui voulait m'engager parce que tu sais, j'envoie le CV, tu vas voir école d'ingénieur en Tunisie, tu peux voir l'UQAM, maîtrise en informatique de gestion, mais tu vois, je travaillais seulement en vente. Meilleur vendeur au Canada, résident BRS, service résidentiel, meilleur au Québec avec Bell, Fido. Donc, j'avais du mal, fait que je devais accepter cette offre-là. Donc, mais là, pour répondre à ta question, c'est quoi ta question déjà? C'était vraiment, dans le fond, de rester dans ce poste-là par obligation de te sentir... Peur du jugement. Peur du jugement. Là, tu parles quoi, le jugement, mais est-ce que c'est familial, social? Ouais, c'est familial. Amical, peut-être? Quand je dis c'est la chair de poule, parce que mon père est décédé, puis mon père a vraiment voulu que je continue dans... Tu sais, il investit beaucoup. Je sais pas si tu le sais, mais quand on vient d'un autre pays comme étudiant étranger, on est comme minimum entre 50 et 100 000 $ pour avoir notre diplôme. C'est extrêmement dispendieux. C'est dispendieux, que lui, il me dit, Item, tu ne vas pas vendre des selles ou tu ne vas pas vendre d'autres choses. Je veux que tu continues dans ton cursus, tu as une job stable, tu es à 9 à 5, tu vas monter les échelons. Faut que tu continues. Fait que j'ai continué, puis bon, après il est décédé, je voulais le rendre fier, même après son décès. Je suis resté dans l'informatique, puis j'ai monté les échelons. Analyste à implémentation, j'ai aidé à l'implantation de Procore chez Devimco Immobilier. Puis... tu sais, je me rappelle d'ailleurs quand j'ai intégré Devimco, j'ai envoyé un email au RH, j'ai dit j'adore l'immobilier et je suis bon en informatique, je veux travailler pour vous. Puis quand je travaillais pour eux, je voyais les courtiers immobiliers passer, les courtiers hypothécaires. Chaque fois, je dis c'est vraiment là où je dois être. C'est comme, même je suis avec ma gang. Tu le ressentais. C'est ça, je le ressentais à chaque fois. Quand je suis avec des amis qui sont dans le courtage, j'ai beaucoup d'amis qui sont courtiers immobiliers. D'ailleurs, c'est pas tout le monde qui m'a référé des clients. Et d'autres qui sont courtiers hypothécaires. Je me sentais plus à l'aise avec eux. Puis à chaque fois, ils me disent Item, mais pourquoi tu t'en vas pas là? Fait que grosso modo, je suis resté dans ce sphère-là. Puis j'essayais de me trouver des excuses, des raisons pourquoi je reste dans l'informatique jusqu'à temps où j'ai dit 31 décembre 2025 ou 2024, désolé, où j'ai dit let's go, je change de carrière. Puis je le regrette pas, je suis comblé de bonheur dans cette nouvelle carrière. C'est incroyable, je regrette. Je le dis, mais c'est pas vrai. Je dis toujours, je regrette chaque moment que j'ai passé quand je suis pas courtier hypothécaire. Mais c'est pas vrai parce que ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, l'informatique, la gestion de projet m'a beaucoup aidé dans mon travail actuel. Je gagnais beaucoup de temps.
Mon père m'a toujours dit, puis il me dit toujours, tu fais jamais rien pour rien dans la vie. Donc, tu sais, oui, on peut dire, hey, j'aurais pu me lancer plus tôt. Ouais. Mais en réalité, tu sais, puis la réalité que je pense culturelle, comme tu disais, est intéressante parce que parents immigrants et tout ça, c'est différent qu'un, mettons, quelqu'un comme moi, par exemple, qui a grandi dans une famille qui... C'est un peu fais ce que tu veux, je crois en toi, plante-toi, essaye-là. Il y a moins l'aspect de faire rayonner un peu le nom familial ou la fierté, le titre, comme tu disais. Fait que, puis j'ai eu beaucoup de discussions avec des amis, justement, algériens, tunisiens. Puis c'était vraiment cette réalité-là qui revenait de faire beaucoup d'études, d'avoir des gros postes dans des entreprises stables sur le long terme. Et définition de succès, puis surtout les gros titres comme avocat, ingénieur. Ça n'avait. Ouais, exact. Fait que non, c'est super pertinent ce que tu me dis. Puis là, évidemment, là, tu es passionné de ce que tu fais, puis ça paraît. Là. Je suis en amour. Mais tu sais, le monde pense qu'en tant que en tant qu'autonome, tu vas travailler moins. C'est pas vrai. Ouais, moi, je travaille. Tu sais. Puis au départ, c'était entre courtier immobilier, courtier hypothécaire. Puis là, je dis, tu sais, courtier immobilier, tu vas travailler les samedis, dimanches. Hey boy, c'est pour ça que tu as switché vers... Non, mais c'est quelle connerie, parce que c'est pas vrai. Mais je travaille le week-end parce que tu sais, les courtiers immobiliers ou mes clients, ils visitent samedi, dimanche, fait qu'ils m'appellent pour dire, peux-tu me recalculer ça, peux-tu me donner une précale, fait que je travaille plus qu'avant. Puis je ne veux pas faire une génération, mais souvent, mes parents ont été courtiers. Ma mère est courtière actuellement chez Remax, mon père était courtier dans le passé, il était inspecteur bâtiment. S'ils n'ont pas des courtiers hypothécaires, tu peux me les référer, hein? Oui, c'est ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis je veux dire, j'ai grandi là-dedans, donc les fins de semaine, c'était comme un mardi, un mercredi. Puis quelqu'un qui se lance comme courtier dans les premières années, c'est quasiment de dire... Moi, je choisis mes week-ends, puis je travaille pas dans mes débuts. C'est quasiment de travailler à temps partiel. Tu peux pas, pour te faire un nom, pour te démarquer, il faut que tu fasses les efforts. En tout cas, c'est ma perception. Puis tu parles de temps partiel. J'ai parlé avec quasiment tous les bons ou les connus courtiers hypothécaires et courtiers immobiliers, puis tout le monde, sans aucune exception, m'ont recommandé de garder mon travail à temps partiel. Ils disaient, c'est foutu à all-in. Ouais. Non, et en fait, c'est le contraire. Ils me disaient, garde ton travail à temps partiel. Ah, OK. Ouais. Interesting. Parce que, tu sais, au départ, tu vas pas avoir de l'argent. Tu sais, en fait, oui, l'idéal de partir all-in, mais... C'est parce qu'il y a beaucoup de coûts de bannière dans le sens, là, surtout quand on prend un courtier. Là. Exact. Les frais. J'ai refusé parce que, tu sais, je me suis dit, toi, à été en tant que client, si tu appelles courtier X pour qu'il s'occupe de ton financement, puis que tu sais qu'il est à temps partiel, si tu l'appelles puis il ne te décroche pas, alors que toi, tu stresses pour l'approbation finale, ça fait de sens? Non. Et là, je dis, tu sais quoi, jour 1, je commence à temps plein. Exact. Puis c'est magnifique parce que jour 1, j'avais un dossier, puis une chance que je n'étais pas à temps partiel chez Desjardins ou notre compagnie. Mais non, je voulais être là pour mes clients, jour 1, 24 heures sur 24. Tu sais, je peux comprendre la sécurité que ça amène d'être à temps partiel parce que tu as un pied à quelque part, mais tu as un pied dans l'autre. Puis nécessairement, quand tu arrives à des situations comme ça peut juste... À un moment donné, tu vas rencontrer un plateau, il faut que tu prennes une décision, c'est soit tu arrêtes, soit tu continues. Puis moi, j'ai vécu ça dans le sens, je me suis lancé all-in, puis évidemment, ça a pris beaucoup de temps avant que je me rende autonome. Là. Mais souvent, ça fonctionne. Tu as plus de résultats, je pense, concrets rapidement. Ça, on a parlé justement de cette question-là. Tu aurais aimé faire le switch il y a 10 ans. Fait qu'on a fait on a fait ça. Dans la deuxième partie, démarrage en courtage. Bon, la question, c'est comment tu as commencé à bâtir ta clientèle, même avoir ta licence officielle, tu as bâti ton réseau dès le début. Exact. Mis à part ça, qu'est-ce que tu as mis en place pour bâtir évidemment ta clientèle, comme on dit? En fait, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses, puis c'est comme, comment on dit, semer des graines, puis récolter après. Ça, je pense que c'est ça que j'ai fait. Semer des... Ouais. C'est ça. C'est parler, bouche à oreille, tout le reste. Moi, je viens de notre domaine, puis tu sais... Là, c'est pas une insulte, mais notre culture, tout le monde parle. Tout le monde parle? Okay. Oui, tout le monde parle. Sauf que quand quelqu'un est, en tant que, mettons, item devient courtier hypothécaire, c'est vendeur. Tout le monde a su, puis ce qu'on dit, bad buzz, good buzz. OK? Moi, je l'ai fait exprès, j'en ai parlé à une couple de personnes, je ne vais pas dire amis. Puis ce couple de personnes-là, ils en parlaient. Ah ouais, item, mais il ne me l'a pas dit. Ça a commencé à faire le tour.
Puis ça a été payant. Ça a été payant. J'ai fait ça. Je suis membre du. Puis là, je peux le nommer parce que j'adore. C'est comme ma deuxième maison. Le Parloir. Parloir caf privé à Griffintown. C'est le meilleur club au monde. C'est un club de gens d'affaires? C'est un club privé. Tu sais, c'est pas un club de réseautage, mais c'est un club privé. C'est comme on est une famille, mais tu sais, veut pas. J'aime mieux donner ma business à quelqu'un que je connais dans mon club privé. Je fais pas de réseautage là-bas, mais on se voit toujours autour d'une bouteille de vin, une bouteille de champagne. On regarde les Canadiens, on regarde l'NBA, la terrasse. Donc, il y a ça aussi. Les 5 à 7. Moi, je suis un fan des 5 à 7. Tu l'aurais compris. Donc, les 5 à 7. Quoi d'autre? Les clients satisfaits. Un client, c'est comme une araignée. S'il est satisfait, il va parler à 5 personnes. S'il n'est pas satisfait, il va parler à 100 personnes. Donc, le bon service, il paye toujours. Les courtiers immobiliers avec qui j'ai acheté avant comme client, ils m'ont référé du monde. Pas tous. Il y en a ceux qui m'ont pas référé des clients. Il faudra que vous le fassiez. On va travailler là-dessus. Parce que là, mon volume, il grandit. Que vous allez avoir besoin. Keep up. C'est ça, exactement. J'ai sponsorisé une soirée d'un ami. J'en ai fait une photo booth. Puis dans la photo booth, envoyé mon logo. Puis mon logo, logo d'une partenaire aussi. Puis aussi, donc je recevais les courriels. Donc les courriels des gens qui ont fait la photo gratuitement. Fait que là, tu sais, l'infolettre, j'ai bâti une infolettre. Et là, dans l'infolettre, je parle pas vraiment d'hypothèque. Je vends rien du tout parce que je suis pas un vendeur, c'est un courtier hypothécaire, je suis là pour t'aider, je te vends rien du tout. Un courtier immobilier aussi. Un courtier immobilier est là pour t'aider, c'est pas pour vendre. Mais tu sais, cette mentalité-là, faut qu'elle change un peu. Parce que quand on parle de commission, à chaque fois, on est comme... On pense que ça sort de nos poches, c'est concrètement. Ça. Puis c'est pas vrai, là. Si toi, moi, j'avais un salaire, OK? Puis quand je suis avec un courtier immobilier, il m'aide. Lui, il n'a pas de salaire. Donc, un courtier hypothécaire. Fait que faut qu'il mange le soir. Idéalement, là, ça serait bien, là. C'est ça. Oui. Donc, ça, l'infolette, ça fait que là, je parle pas vraiment il n'y a pas de vente, il n'y a rien du tout. Je parle de général. Je donne des conseils. Je donne des conseils. Puis, pourquoi un taux variable, le taux fixe, le taux directeur. Tout le monde pense, pas tout le monde, je veux pas. Mais le monde pense que quand la Banque du Canada baisse son taux directeur, le taux fixe, il baisse. Ça n'a rien à voir. C'est toujours avec le taux variable. Le taux fixe, c'est plus avec les obligations. Donc, ce genre d'informations-là. J'ai une question, je pense que je ne l'avais pas notée, mais c'est quand même une question plus technique. Taux fixe, taux variable, des grosses différences. Taux fixe, taux variable, en fait, je vais pas parler au nom des autres courtiers, mais il ne faut jamais conseiller un taux fixe versus un taux variable ou le contraire, parce que ça dépend du profil, ça dépend du projet du client. Ah, OK, parfait. Si tu veux qu'on parle d'historique, historiquement parlant, le taux variable a toujours été meilleur. OK. Moi, en tant qu'item, j'ai toujours été avec le variable. C'est le variable quand tu as du locatif et déductible d'impôt. OK. Par contre, les 3 dernières années, tout le monde a su, le boom des taux fait que moi, j'ai payé, je pense, 1500 $ de plus par mois qui sortaient de mes poches en intérêt. Donc, le taux variable, pour moi, n'était pas bon. Fait que, tu sais, le taux variable, c'est pour quelqu'un qui est prêt à, mettons, assumer des risques. C'est quelqu'un qui est prêt à assumer l'instabilité. C'est ça. Investisseur, il va vendre bientôt, ça se peut qu'il va refinancer, il achète un plex, puis il va faire flipper, mettons, ou même pas flipper, il achète, il va optimiser, il va augmenter le loyer. Court terme. C'est ça, court, moyen terme. Taux fixe pour quelqu'un qui veut vraiment un paiement stable. Moi, je donne toujours les ingénieurs comme exemple. Ils ont un budget, il est suivi, il ne veut pas que ça baisse, il ne va pas pleurer si ça baisse. Il ne va pas non plus être heureux si ça monte. Donc, il a un budget. Stabilité. Donc, le taux fixe offert est généralement, j'imagine, initialement plus élevé que le taux variable? Pas toujours. Ou ça peut dépendre des situations? On a eu des années fascinantes là, en termes. Tout a chamboulé. Là, au niveau d'historique, tout a chamboulé. J'aimerais ça offrir les taux du COVID, mais je ne pourrais pas. C'est sûr que je peux vous promettre de vous offrir les meilleurs taux sur le marché, mais pas les taux du COVID, oublie ça. C'est fou. Petite parenthèse par rapport à ça, mais mes parents vendaient leur bungalow à Laval pendant le COVID. On a eu une 60aine de visites back-à-back. C'était fou. 15 offres en surenchère. Finalement, ils ont vendu à 150 000 de plus en offres. Moi, j'ai acheté pendant le COVID aussi. C'est fou, là. C'est fou qu'est-ce qu'il y a. C'est très spécial. Fait que disons, pour un acheteur qui a un certain âge, qui veut acheter une maison, qui se dit ça va être ma dernière maison pour le restant de ma vie,
je veux pas me casser la tête, on va y aller avec un taux fixe. Ça ferait du sens, mettons, pour ce profil-là, par exemple. Si tu sais, ils comptent pas faire des rénovations, dans le futur, ils comptent pas refinancer, ils comptent pas vendre, allez-y avec un taux fixe. Je comprends ce que tu dis. C'est une bonne précision pour les gens. Moi, je pose toujours des questions. Les clients posent toujours la question. Vaut mieux que j'aille avec un fixe ou un variable. La réponse est toujours la même. C'est quoi ton profil? Parce que tu sais, on est dans l'obligation de faire une analyse des besoins avec tous nos clients. Est-ce que le client s'y connaît super bien, oui ou non? Sinon, tu dois faire une petite éducation en finance. Puis ça, c'est l'AMF qui le demande. C'est obligatoire. Je ne comprends pas s'il y a quelqu'un qui le passe rapidement. Je ne peux pas croire. Donc, il faut que tu comprennes ton client, le besoin de ton client, le profit de ton client pour que tu puisses l'aider. Tu sais, si tu vas chez un docteur, puis tantôt, je parlais des démarcheurs hypothécaires versus les courtiers hypothécaires, c'est comme un généraliste ou un spécialiste. Courtier hypothécaire, on est des spécialistes de l'hypothèque versus voir un généraliste. Si tu vas voir le docteur puis tu lui dis pas qu'est-ce que tu as, il peut pas t'orienter vers le bon spécialiste. Donc, il faut que tu connaisses ton client, ton patient, afin que tu le puisses recommander des produits. Oui, 100%, vous êtes un expert, vous êtes là pour accompagner, non pour... Exactement. C'est pas un vendeur en tant que tel. On va finir avec la dernière question, on va concept, puis tu veux te changer par rapport à ça. Tu m'as mentionné justement que tu faisais des appels à froid aussi. Ou c'est-tu plus des cold DM, cold call? J'ai prévu de le faire, mais est-ce qu'il y a du bois ici? Ouais, je vais toucher du bois. J'ai pas eu à le faire parce que j'étais occupé jour 1. Donc, heureusement, c'est pas heureusement. Pas heureusement. Moi, je dis toujours ceux qui peuvent faire des cold calls. C'est les meilleurs. C'est des super-héros parce que c'est les super-héros. J'en connais ceux qui le font. Puis As-tu déjà essayé d'en faire parce que j'ai essayé dans le passé. Je vendais des assurances quand j'avais 16 ans en Tunisie. J'ai fait des appels à froid. Puis, j'ai aussi quand j'ai commencé mon premier travail au Canada, je pense. Mais, pour Bell aussi, peut-être? Ou tu faisais, pour une autre compagnie qui vendait des services de Bell. Puis, tu sais, quand tu travailles pour Bell, c'est pas tous les clients qui sont heureux à l'époque. J'avais reçu justement un invité que lui, il faisait du porte-à-porte. C'est quoi? Pour Bell. C'est pas pour défendre Bell, mais j'ai découvert avec mon expérience que c'est pas Bell le problème, c'est ceux qui vendent leur service. Parce que Bell, c'est une compagnie honnête, mais par contre, si le vendeur dit pas la vérité, maintenant que ton prix va changer d'après 2 ans, c'est Bell qui va recevoir... Mais c'est triste parce que, tu sais, je veux dire, il y a des excellents... Si on prend l'exemple, il y a des excellents vendeurs de véhicules. 100%. Mais la profession est tellement mal vue tu vois que, oui, il y a eu des mauvais coups et que les gens ont essayé de crosser. Mais, encore une fois, il ne faut pas généraliser. Il y a des experts dans tout. Fait que, évidemment, c'est ça, 5 à 7, le contenu aussi, ça aide de faire le podcast et tout ça. As-tu déjà pensé à faire de la radio, à faire passer des commanditaires autrement? Je suis vraiment très ouvert, ouais. C'est cool. Très ouvert. C'est sûr que c'est le fun de varier aussi la manière. 100%. Moi, je veux varier à 100%. Tu sais, moi, les vidéos, là, tu m'aurais posé cette question-là il y a quelques années, je te dis, oublie ça. Oublie ça, je suis pas là. Oublie ça. Même, je suis actif sur Instagram, OK? Ouais. Avant que je commence avant que je commence le courtage. Mais je postulais jamais ma face. Tu peux voir, aller sur mon Instagram, tu vas voir, je mets mes amis en valeur, ce que je vois, les places où je vais. La nourriture, les restos, mais pas ma face. Puis je suis pas à l'aise avec ça. Puis là, je suis devant un podcast, ce qu'il aurait imaginé. Fait que ça a pris un effort. Exactement. J'ai pas fait forcément un effort, mais c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui sort toujours de sa zone de confort. Je me suis dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'ai appris. Dans notre rencontre préparatoire, tu m'as mentionné que tu aimerais amener une nouvelle couleur au métier. Qu'est-ce que tu voudrais... quel vent de changement que tu voudrais faire? Plus de transparence. OK. Surtout plus d'automatisation. En fait, j'aime que ça soit un peu... Faire une petite éducation financière pour chaque client. Ouais. Puis, si maintenant quelqu'un m'appelle pour acheter une maison, OK? Ouais. Je veux pas juste hypothéquer cette maison-là. Je veux préparer un plan. C'est quoi ton plan? Généralement, c'est pas juste acheter une maison. Généralement, c'est devenir un rentier. Donc, préparer un peu cette stratégie-là. Fait que là, c'est là dont on parlait de taux fixe, taux variable. OK, c'est quoi que tu veux? Puis référer ce client-là au bon courtier immobilier. Parce que tous les courtiers immobiliers, oui, il y en a qui sont plus bons que les autres, mais il y a des courtiers qui se spécialisent dans, mettons, les plex, les flips, d'autres dans les maisons. Dans le commercial, c'est ça, exactement. C'est ça. Il faut référer ton client au bon courtier immobilier qui va préparer sa stratégie-là. OK, sur 5 ans, sur 10 ans. C'est ça que moi, j'aime toujours demander, c'est quoi ton plan? OK, oui, pour l'instant, tu veux juste avoir le financement pour cette maison-là ou pour ce plex-là, mais c'est quoi ton plan à long terme? Puis
mon expérience comme gestionnaire de projet, c'est un peu gérer ça comme un projet à long terme. Il n'y a pas juste des projets court terme. Je travaille sur des projets qui ont traîné depuis des années. Donc, c'est ça, faire un échéancier, puis préparer ça, puis... Non, c'est intéressant, puis cette approche-là, parce que je pense que les gens qui ne connaissent pas, mettons, ces métiers-là, que ce soit un courtier immobilier ou courtier hypothécaire, vont dire, je sais pas, il faut que j'achète une maison, il faut que je vende une maison. Je vais aller vers quelqu'un qui a une grosse équipe qui donne la perception qu'ils sont capables de vendre, sont capables de bien m'accompagner. Est-ce que c'est réellement un bon cheminement? Est-ce qu'il faut aller vraiment avec l'équipe ou le... Tu sais, il y a des équipes qui sont super bonnes. Mm-hmm. Il y a aussi des individuels qui sont excellents. Aussi, ouais. C'est vraiment, c'est quoi ton besoin? Il n'y a pas une formule qui est mieux que l'autre, OK? C'est quoi ton besoin? As-tu besoin que ton courtier immobilier, tu parles juste à lui de A jusqu'à Z, ou tu es plus à l'aise avec le système? Tu sais, tu as l'assistant qui va te parler, tu as le secrétaire, mettons. C'est vraiment un choix. Tu sais, ceux qui sont habitués avec les grosses entreprises, mettons, ils vont aller avec une équipe. Ça ne leur dérange pas, soit acheminer d'un département à un autre. Il y a des individuels qui s'occupent de tout, de A jusqu'à Z. C'est une question de préférence, en fond. Ça va dépendre de exactement. la personne. Je pense dans le ring immobilier, le ring immobilier, ils ont parlé de ça. Je pense qu'il y avait des Jamil, puis il y avait les Loisel, si je ne me trompe pas. La différence entre l'individuel et l'équipe. Puis les deux ont d'excellents arguments. Pourquoi choisir une équipe versus pourquoi choisir l'individuel? Chacun son avis. Oui, puis j'ai un follow-up question tantôt par rapport à ça, là, mais on va sauter dans la 8e. Ça a été quoi ta plus grande surprise, positive ou négative, là, depuis que tu es courtier? Encore la chair de poule. C'est quand je dis l'attention, c'est en fait l'encouragement, l'attention, le support vient de ce que l'on attend le moins. OK. Ça veut dire, tu sais, tu partages ta nouvelle, tu dis que je deviens courtier hypothécaire, tu vas trouver une vingtaine de personnes à qui tu n'as pas parlé pendant des années, qui partagent, qui te supportent, qui te mettent des likes. J'ai jamais cherché des likes, OK? J'ai jamais cherché des likes, j'ai jamais cherché de partage. Mais je t'avoue que quand j'ai commencé comme courtier hypothécaire, j'étais à fleur de peau dans ce bout-là. Okay. Je cherchais cherchais le partage, cherchais le like, je checkais c'est qui me likait. Parmi mes amis, quand je partageais mes vidéos, il y a des proches qui l'ont pas fait. Puis là, ça va bien. Là, je le vis super bien. Il y en a ceux qui... Puis tu sais, la surprise, c'est pas que les proches l'ont pas fait, c'est que ceux qui sont loin l'ont fait. Puis là, tu dis, tu vois... Tu viens rejoindre ces gens-là. Exactement. C'est ces gens-là avec qui tu aurais dû être plus en contact, mettons. Tu vois? Puis tu sais, j'ai appris que... c'est pas tout le monde qui va te supporter, hein. Même les gens proches de toi. Non, c'est pas tout le monde qui va te supporter. Il y en a ceux qui vont critiquer. Tu sais, pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour l'argent, mettons. OK. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. Wow. Il va se reconnaître. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. Il s'est excusé après, mais il y a quelqu'un qui me l'a dit. C'est versus, il y a des gens qui me disent Item, bravo. C'est encourageant ce que tu as fait. T'es courageux parce que tu quittes une job de plus que $100 000, une job stable pour qu'on recommence à zéro. C'est pas tout le monde qui fait ça. T'as pas été en finance, t'as pas été en courtage. Puis il y a les critiques aussi de... tu sais, j'ai des amis qui sont courtiers hypothécaires. Ah, tu fais ça pour les copier. Mais tu sais, je dis toujours... Puis ça, c'est super important. Tu peux copier une business, tu ne peux pas copier une personne. Fait que si tu es courtier hypothécaire, je peux faire comme toi, tant mieux, parce que tu sais, c'est une bonne chose que tu m'inspires, mais je peux pas copier la personne. Puis c'est la même chose maintenant. Tu sais, il y en a combien de courtiers hypothécaires? Il y en a des milliers. Est-ce qu'ils sont tous pareils? Non. Ben non. Puis quelqu'un qui essaie de copier, disons, le style de PC, tu peux pas. Ça va paraître. Puis c'est pas vendeur. Exactement. C'est aussi mieux d'être toi-même puis avec tes idées. Exactement. Tu peux copier ce que PCG fait, c'est les vidéos, mettons. Les vidéos, oui, tout le monde... Il y en a beaucoup qui font. Là. Ouais, exactement. Tu sais, si je me trompe pas, la première vidéo qu'il a postée est trop drôle. La première que j'ai pas vu ça. Il l'a publié une fois, genre, elle est trop drôle. Ah ouais? Ouais. Puis, tu vois, là où il est rendu, tu vois. Donc, tu peux copier son modèle d'affaires, mais tu peux pas copier la personne. Tu sais, imagine, là, je te parle dans le podcast, puis je te dis good, ça marchera pas. Tout le monde va rigoler. C'est un P5 réincarné, là, tu sais. Mais je veux dire, lui, c'est un maître du storytelling aussi. Il y a une manière de compter comme des gens là, qui racontent des histoires. Fait c'est ça qui est intéressant. Mais trouvez votre style. C'est pour les professionnels qui hésitent à se mettre sur les réseaux, là. Trouvez votre propre style. Ouais. Faut le faire. Faut le faire parce qu'à un moment donné... Faut le faire. Croyez-moi, quelqu'un d'autre va le faire. Fait que, 100%. Ça m'amène à ma prochaine question aussi, à savoir pourquoi...
on irait travailler avec Item. C'est quoi la valeur ajoutée de ton accompagnement, disons? Je pense que ma carrière va beaucoup aider les clients. En fait, mon expérience comme gestionnaire de projet, comme analyste, comme client, investisseur immobilier, je pense qu'ils vont voir une grosse différence. En tout cas, les commentaires que je reçois qui me disent Item, le processus était tellement sympathique dans le sens où on n'a rien ressenti, t'as géré le tout comme un champion. Ils sont pas stressés. Les clients qui sont stressés, je les rassure. Je m'occupe vraiment de A jusqu'à Z. La seule chose que le client doit faire, c'est de m'envoyer les documents. Voilà. Tu m'envoies les documents, tu me laisses gérer le reste. Je vais faire 2-3 appels avec toi. Exact. Je vais te proposer les meilleurs produits. Ça va être, tout va être géré comme notch. Là. Évidemment, c'est d'être efficace aussi au niveau du client. Là. Je veux dire, il y a une part de responsabilité. Est-ce que lui t'envoie les bons documents au moment? Moi, je dis toujours, c'est un travail d'équipe. Mais dans cette équipe-là, tu as une seule chose à faire. Envoyer les documents au bon moment. Oui, je fais des suivis. Puis j'ai mon CRM aussi qui fait des suivis. Oui. Mais je ne t'harcèlerai pas. Non. Si tu m'envoies, si je te fais 2-3 rappels puis tu ne m'envoies pas tes documents, tu me donnes l'impression que tu ne veux pas aller de l'avant avec ce projet. Puis j'aime ça travailler avec des gens motivés. Ouais. Parce que si tu n'es pas motivé, il faut que tu sois motivé pour que je sois motivé. Hein. Moi, chaque dossier, je le traite comme si c'est mon premier. Ouais. Mais il faut que tu sois motivé. Il faut que tu montres que tu as besoin de ce projet-là. Puis je vais t'accompagner, je vais t'aider, je vais te conseiller. Ben, ça démontre un effort puis un intérêt beaucoup plus à venir travailler en collaboration plutôt que de dire hey, moi je te paye entre parenthèses, même si c'est pas vrai, je m'attends à voir tout. Mais en réalité, c'est toi qui as les documents, c'est toi qui en tout cas. Puis c'est vraiment pas vrai que le client nous paye, on est vraiment gratuit. Je sais pas s'il y a des courtiers hypothécaires qui chargent pour le client. Je pense parce que toi c'est vraiment à travers le notaire après. C'est le prêteur que le client choisit. Parce que ça c'est important. Ouais. Moi je t'offre 3 options. Ouais. Je te donne ma recommandation. Si jamais il y a un prêteur qui va me payer plus que je vais te le dire, j'ai l'obligation de te le dire. Mais moi, les courtiers hypothécaires qui filtrent, mettons, les prêteurs par leur commission, ils ne feront pas long feu. Parce que ce client-là, tu sais, on s'entend que tout le monde connaît des courtiers hypothécaires, OK? Si, mettons, aujourd'hui, je te donne un taux moins bon que ce qui est sur le marché, demain, dans ton 5 à 7, content, tu vas parler avec tes amis lors d'un barbecue, hey, j'ai eu un taux, mettons, je sais pas, un 4.1. Il y a ton autre ami qui dit, hey, mais je viens d'avoir un 3,69. Certainement, les taux varient du dossier. Propriétaire occupant, est-ce que c'est du locatif, conventionnel, assuré? Mais si c'est le même produit, puis tu as un meilleur... Mais là, tu vas plus me faire confiance, puis tu vas pas me référer du monde, tu vas pas renouveler avec moi. Puis j'imagine un client n'achète pas une seule fois, il va acheter plusieurs fois. Puis moi, je start cette business-là à long terme. Donc à long terme, il faut que mes clients soient satisfaits le plus possible parce que c'est eux mon gagne-pain, sans me payer. C'est vrai, non, c'est 100%. C'est de faire comprendre un peu cette partie-là aussi, puis exactement ce travail d'équipe. Donc, travailler en équipe, puis je veux dire, votre relation long terme va être beaucoup plus parce que faut pas juste voir comme une transaction, une relation transactionnelle. Il y a quelque chose de beaucoup plus long parce qu'évidemment, tu vas peut-être référer à des amis, à toi-même parce que tu vas avoir d'autres projets. Tu veux travailler avec une personne que tu fais confiance à long terme. Exactement. Non, ça, c'est cool. Parlons un petit peu des objectifs. Tu m'avais mentionné objectif, ambition de 15 millions de volume. Ouais. Donc, dès ta première année, qu'est-ce que ce chiffre représente pour toi maintenant? Bah, en fait, ce chiffre, c'est un chiffre symbolique. Qui a changé depuis qu'on s'est parlé, ça se peut? Non, ben oui, il a changé. Oui, il a changé. Mais tu sais, je l'ai gardé parce que c'est un chiffre symbolique. Pourquoi? Parce qu'il va égaler mon salaire actuel. Okay. En termes de volume, si je fais 15 millions, je vais faire le même salaire que je faisais chez Desjardins, plus ou moins. Okay. Donc, c'est pour cette raison que je l'ai mis. Puis, il y en a ceux qui m'ont traité de fou parce que, tu sais, ils me disent, Item, ta première année, oublie ça. Ça va prendre 2-3 ans pour que tu fasses ce salaire-là. Mais je l'ai mis là, puis je pense que je vais le battre. Ouais. Et voilà. Je pense que je vais le battre. C'est fou. Hein? Si je continue sur la même lancée, je vais le battre. Tu vas avoir une certaine fierté intérieure de dire, hey, les gens me disent ça. Ben c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça j'ai hâte de te montrer ça. C'est ça que je veux. Moi, je veux pas mettre un objectif réalisable. Je déteste mettre des objectifs réalisables. Moi, ce que je vise à moyen long terme, c'est 50 millions en termes de volume, puis ensuite le 100 millions. Là, ils vont me traiter de fou, mais on va se reparler dans quelques années. Écoutez le podcast dans un an. Exact. On va voir. Exact. Mais pour suivre ces ambitions-là, est-ce que tu désires rester seul ou développer encore une équipe, là? Le sais-tu ou pas encore?
sais que j'étais chef d'équipe, ok? J'étais chef d'escouade. Ça me manque pas pour l'instant. J'adore être en équipe. Puis je pense que j'ai choisi la meilleure équipe dans le courtage hypothécaire, spécialement chez Multiprêt. À date, je pense pas que je vais starter ma propre équipe. Tu sais, les objectifs changent de année à autre. Le jour où je vais être, tu me connais, le jour où je vais être dans ma zone de confort, c'est sûr que je vais faire de quoi. 100%. On sort de ça. 100%. Je pense que les gens aussi qui disent ah mon Dieu, les gens qui sont courtiers en général, là, en tout cas, ils vont dire on le fait pour l'argent. Ou même en général, les gens qui se lancent en affaires, mais oui, on veut subvenir à un besoin puis avoir une. Right? Je vais te dire un truc. Plus loin que et ça va être une réponse à ceux qui ont critiqué mon choix de quitter. Ben, c'est ça. Parce que tu avais un excellent salaire. Exactement. Puis, mis à part l'excellent salaire, ce que je dis actuellement, puis je le dis à mes amis, tous ceux qui me disent comment ça se passe, franchement, je préfère faire un salaire inférieur à ce que je faisais et rester courtier hypothécaire que revenir avec un meilleur salaire. Ça en dit long. Pour plusieurs raisons. Ça en dit long, oui, mais l'autonomie, la liberté, puis surtout être heureux, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je suis heureux. Oui. Puis quand j'ai des défis, quand j'ai des bloquants avec dossier, quand j'ai des clients, c'est rare que ça arrive, mais des clients qui sont un peu pas contents. Moi, impossible qu'un client soit pas content. Ce ne sera pas à cause de moi. Mais si un client n'est pas content, trouver la solution pour ce client-là. Puis quand tu appelles le client pour dire tu as eu ta approbation finale, ça n'a pas de prix. Donc franchement, puis je le dis, je le redis et je réitère, gagner, moi, ce que je gagnais avant en étant courtier hypothécaire est vraiment très satisfaisant pour moi. Puis ça, c'est valable pour téléposte. Hein. Si tu changes de travail, tu deviens autonome ou tu changes de travail parce que tu es plus heureux, oublie l'argent, c'est pas... Oui, l'argent, écoute, je fais pas partie de ceux qui... Je fais pas partie de ceux qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Je fais pas partie de ce monde-là. Pas tout. OK, je préfère pleurer dans ma Ferrari que pleurer dans mon vélo. On va pas parler on va pas parler des pistes cyclables. Ouais, c'est un sujet. C'est exactement. Exactement. Donc, mais par contre, pour une petite différence, j'irai avec le bonheur. J'ai choisi le bonheur. Gagner sa vie à être heureux. Exactement. Ça, je suis complètement d'accord. On dirait qu'en vieillissant aussi, tu te remets en question parce que tu l'as vécu là, plusieurs années en TI avec un salaire très stable, très. Exactement. Hey, finalement, selon la société, tu as atteint un succès. Exactement, right? Exactement. Mais pourquoi on se sent vide? Pourquoi on se sent vide d'objectifs, de sens? Tu dis, c'est pas la raison, c'est pas la réponse à ça. Exactement. Avant qu'on touche les deux dernières questions du podcast, tantôt tu m'as mentionné à plusieurs reprises ton cercle peut-être familial, mais plus amical, a changé. Tu as dû peut-être couper certaines amitiés pour changer ton entourage. Ben, peut-être pas couper, mais réduire ton temps, ajouter des différentes personnes dans ton entourage. C'est venu naturel. C'est venu naturellement parce que ça t'a touché un point sensible. Ouais. Ben, je veux dire, c'était pas à l'aise. Ouais. Non, au contraire. Okay. Non, au contraire. Non, mais ça s'est venu naturellement, on va dire. Tu sais, tu regardes... Tu développes d'autres relations, tu dois parler à d'autres mondes. Il y en a ceux qui ne sont pas contents avec ton rythme de vie parce que le monde pense, tu sais, quand je mets des stories, 5 à 7 et tout le monde parle de hey, il fait trop la fête, il a changé le travail. C'est pas vrai. Quand je suis dans un 5 à 7, mon premier objectif, c'est de travailler en ayant du fun. C'est pour ça que je suis courtier hypothécaire. Je travaille en ayant du fun. Quand tu sais, je prends une bière, un café avec toi, c'est vraiment... Je ne veux pas te vendre quelque chose, mais j'apprends à te connaître, puis ça se peut que cette connaissance-là t'amène à autre chose. Fait que tu as moins le temps pour tes amis. Puis, c'est ça. C'est ça. Tu sais, avant, moi, j'ai toujours dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. J'étais très, très, très sélectif dans mes amis. Puis même avec ça, je me suis trompé sur plein d'amis. Là. Mais là, avec le courtage hypothécaire, tu as moins le temps pour tout le monde. Puis tu es moins sélectif, parce que tu veux pas, t'en gagnes pas. Tu dois fréquenter pas mal de monde. Mais les meilleurs sont là, toujours. Les meilleurs ont toujours été là, depuis le jour 1 qu'ils sont devenus amis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain. Les meilleurs sont restés. Les meilleurs vont passer à travers ça, puis ils vont juste rayonner. Ils vont s'identifier là-dedans. Exact. Puis tu sais, ceux qui critiquent, j'entends les critiques, je les entends, parce que tu sais... tout le monde parle, puis tout le monde répète. Ça me fait plaisir parce que bad buzz, good buzz. Si le monde parle, ça veut dire que tu fais d'excellentes choses. On parle de toi. En bien ou en mal, on parle de toi. Exact. En bien ou en mal, c'est leur perspective. Absolument. On arrive avec les deux dernières questions du podcast, puis je pense qu'on va pouvoir développer là-dessus, c'est intéressant.
avec ton expérience, là, ça serait quoi ta propre définition de succès? Tu peux mixer le pro puis le perso là-dedans. Ouais, bah, c'est ce que je dis. Le succès, c'est quand ta vie professionnelle et ta vie personnelle arrêtent de se battre. Ça veut dire, tu peux travailler en étant heureux. Ça n'a pas de prix. Puis pour moi, c'est ça le succès. C'est là, je suis en train de vivre le succès. Puis là, je gagne. Alors là, loin du tout de mon ancien salaire. Je suis très, très, très loin. À titre d'exemple, ça fait quoi? Ça fait que depuis que j'ai commencé, j'ai pas reçu une cente. Ok. Oui, j'ai des bons résultats, puis ça va finir par payer, mais j'ai pas encore eu une cente. Ce que je dis. Puis je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois le potentiel, je vois les objectifs. Puis tu sais, ce que je fais actuellement, il n'y a pas de limite. J'arriverai jamais au sommet parce que le sommet, il finira pas. Fait que, tantôt, tu m'as dit, est-ce que tu deviens chef d'équipe ou pas? Fait que, tu sais, le jour où je vais faire le max... Il n'y a pas de maximum, en fait. Tu peux pas dire, moi, quand je vais être satisfait de ça. Exact. Tu ne seras jamais satisfait un peu de tes... Jamais. Puis ça, il y en a ceux qui critiquent le fait que tu n'es jamais satisfait, mais moi, je le vois comme mon... C'est comme l'eau, ok? Tu bois de l'eau, tu as besoin d'eau. Moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de défis, j'ai besoin de... Tu as besoin de grandir, finalement, évoluer. 100%. Parce que je crois que les gens c'est glamour de dire hey, « moi, je prends ma retraite à 40, puis je veux dire, je vais être sur la plage au Mexique à grandeur l'année. » C'est pas une définition pour toi qui t'intéresse? Moi c'est au contraire. Moi, je dis, le succès, c'est aller à la plage quand je veux. Okay? Si j'ai besoin de vacances, je vais aller en vacances. Je vais prendre des vacances. Je ne vais pas attendre ma retraite pour vivre ce que je veux vivre. Puis moi, je ne pense pas que je suis quelqu'un qui va prendre sa retraite. Non. Même quand il n'y aura pas de retraite de toute façon dans le courtage hypothécaire, mais je ne prendrai jamais ma retraite. En fait, je vais moins travailler. Ouais. Je vais moins travailler, je vais avoir le temps pour ma famille. Puis ça, je vais le faire en travaillant. À la place de faire 60 heures par semaine, je vais faire 5 heures par semaine. C'est un peu faux de dire on arrête complètement. C'est un peu une idéologie que nos parents peut-être vivaient ou d'être salarié puis d'avoir un fonds de pension. C'est la société. Puis, mais ça change, ça commence à changer. Hein. Là, tu as l'impression que tout le monde veut devenir entrepreneur, tout le monde veut devenir autonome. Puis tant mieux. Les pays les plus riches, c'est ceux qui ont le moins de salariés. Parce que si tout le monde travaille pour le gouvernement, il n'y a pas de création de valeur qui se fait là. Hey, je ne suis pas en train de critiquer le Canada. Je parle de notre pays. Là, je rigole. non, mais je veux dire, un des grands employeurs au Canada et au Québec, c'est bon, le gouvernement ne veut pas. Donc, moi, j'encourage fortement. C'est pas pour rien qu'on fait le podcast aussi. Il faut s'entraider comme entrepreneur. Comme PME. Exact. Touchons à la dernière question. Si tu avais l'opportunité de parler à une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais en ce moment? Très facile cette question. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Fais pas des choses pour les gens. Moi, j'en ai fait plusieurs années, même dans ma vie professionnelle. Je me vantais d'avoir le meilleur titre ou le meilleur poste. C'est n'importe quoi. J'ai regretté. C'est n'importe quoi. J'ai pas été heureux. Je le faisais pour le monde, pour l'acceptation sociale, le jugement social. Ah, il y a un bon poste. Ah, tu sais, il est jeune, puis il a réussi à avoir 2 diplômes. C'est n'importe quoi. Les études, pour moi, c'est très, très, très important. Si c'était à refaire, je referais des études, j'aurais des diplômes. Fait que j'encourage tous les jeunes à continuer leur parcours universitaire, à prendre leur diplôme. Mais c'est pas le diplôme qui définit qui tu es. C'est vraiment si tu es heureux ou pas. Fais quelque chose. Tu sais, il y a un dicton, je sais pas comment on dit. Aime ce que tu travailles, puis tu travaillerais jamais, un truc comme ça. Un jour de ta vie, ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Franchement, c'est ça. Donc, Item, il y a 25 ans. Il me manque un peu, mais... mais tu sais, ça va faire quoi? Ça va faire 9 ans? Que je suis au Canada? Non, 9 ans que tu avais 25 ans. T'as 34, là, exact. Mais j'ai l'impression que les gens dans la vingtaine, en tout cas, puis moi j'ai 26, ça, puis là, je me sens sur mon risque, mais début vingtaine, là, je savais pas ce que j'aimais. Je savais pas si je me mettais dans tes souliers, si j'allais aimer, mettons, le courtage ou ça. Est-ce que toi, c'était une illumination? Évidemment, tu as rencontré des gens, mais tu sais, les jeunes vont dire, je sais pas qu'est-ce que j'aime, je sais pas c'est quoi une passion, je fais une job pour payer mes bills, tu sais. C'est ce que je veux dire? C'est très simple. Tu sais, j'ai étudié en informatique, j'ai fait deux universités de grand renom. Puis j'ai travaillé 7 ans en informatique, puis j'ai changé de carrière. Fait que tu sais, fais ce que tu aimes actuellement. Je pense pas que dans 10 ans, j'aimerais moins le courtage hypothécaire, mais si je vais moins aimer le courtage hypothécaire, je vais quitter le courtage hypothécaire puis je vais faire autre chose. Ça change rien. Recommencer à zéro, c'est un courage, c'est pas une défaite. Puis tu sais, l'échec n'existe pas, tu vas apprendre au pire. Tu sais, au pire, j'aurais appris, puis j'apprends tous les jours. J'ai appris en informatique. Ce que j'ai appris en informatique,
il m'aide en courtage hypothécaire. Ce que j'apprends actuellement en courtage hypothécaire, il va m'aider dans la future chose que je vais faire. C'est totalement touché un bon sujet, on va clore là-dessus, mais le système d'éducation, comment on a monté, tu sais, de dire, t'as coulé ton examen, t'as une mauvaise note, on te tape sur les doigts. T'es un échec. Exact. En réalité, quand tu arrives dans la vraie vie, ces échecs-là, il faut que tu en fasses. Exact. Sinon, tu grandis pas. Exact. Puis moi, c'est pire. Moi, c'était le système C'est français. Fou, ah ouais, hein? Ça doit être très difficile. Ouais. Nous, à 18 ans, on a ce qu'on appelle le bac. C'est pas le bachelor, c'est baccalauréat. Oui. Je sais pas comment on l'appelle en français, mais lui, c'est comme quand tu réussis, tu pleures parce que c'est tellement stressant, c'est tellement dur. Ouais. Les parents, c'est fou, puis c'est n'importe quoi. Ok, je vais pas critiquer, je vais pas faire poursuivre, mais... Tu veux dire l'apprentissage du français? Non, c'est le système français. Le système français qui est inculpé en Tunisie. Donc, le système français, c'est le système américain, le système français. Mais le système français, c'est vraiment, comme tu dis, examen, note, soit tu réussis, soit tu échoues. Puis comme tu dis, tu sais, là, j'entends parler des parents que je connais qui me disent, tu sais, Item, il y en a ceux qui disent, tu sais, ma fille, maintenant, elle a une bonne note. Il y en a qui disent, il n'y a pas de note. Puis c'est ça qui est bien, il n'y a pas de note, il faut que tu apprennes, il faut que tu continues à apprendre. Ouais. Puis tu sais, tu réussis peut-être pour devenir docteur, pour, tu sais, ingénieur. Tu sais, je ne vais pas blâmer les ingénieurs, mais tu vois, tu sais, l'échéancier, ce qui se passe avec tous les projets gouvernementaux, ça clique, puis c'est un petit peu démotivant. L'autre de Justin Trudeau, là, j'ai oublié c'est quoi. Pendant le COVID. Ouais. Parce qu'il y avait Nordvolt. Santé, Clic Santé, non pas Clic Santé. C'est pour le Covid, là, c'est... En tout cas, l'application qui a été comme dépassement de 2000%, un truc comme ça, c'est fou. Oui, ben, c'est ça clique, mais ça, c'est par rapport à la Société d'automobile du Québec. Ouais. Ben, écoute, il y a eu tellement de choses, tu vois, c'est tellement... Tu vois, ben, tu sais, c'est ces gens-là qui ont fait cette application-là, ils ont étudié, puis ils ont eu de bonnes notes, fait que finalement, ils se sont trompés. Tu comprends ce que je dis. Incroyable. Item, ça a été vraiment un podcast de... Tu sais, je savais que ça allait être très intéressant. Toi, c'est ta première, évidemment, en mode podcast. Comment tu as aimé ton expérience? Ben, tu sais, tu te rappelles, je t'ai dit, je veux faire une question, lire les réponses. Ouais, tu m'avais dit ça. Puis finalement, j'ai adoré. On a eu une discussion. Il manque juste quelques bières, peut-être, mais là, je rigole. La prochaine fois, on va le faire en mode 5 à 7. Là, je veux dire, on aime ça. Non. Un café, j'aime bien le café. J'adore le café. Ah oui? Ouais, j'adore le café. Ça a été parfait, franchement. C'est une discussion. J'ai oublié les caméras, j'ai oublié le track. On verra le résultat. Excellent. Non, je suis vraiment pas inquiet pour les capsules. On va sortir des pépites dehors. Ce que je propose à mes invités, c'est de faire un part 2 dans un an, savoir tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. 100%. On est rendu où? 100%. Puis voilà. Donc, merci encore pour ton passage. Merci. Avec plaisir. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.